En fait, parmi les choses que moi j'observe d'un point de vue clinique, et les connaissances en neurosciences tentent de nous montrer que l'hypothèse clinique, elle est basée sur des faits scientifiques très intéressants, c'est que ce qu'on remarque en fait, c'est que quand un bébé, en fait à l'époque où il est encore un fœtus, qui est dans le ventre de maman, si maman est très stressée parce qu'elle vit quelque chose de dramatique, on va se rendre compte, en fait, les études en tout cas démontrent que l'enfant, le fœtus, pour diminuer les hormones qui arrivent de maman à travers le cordon ombilical, qui sont des hormones de stress, va réduire sa consommation en oxygène. Donc va ralentir, si on veut, le cœur, et va faire ce qu'on appelle la petite circulation cœur-poumon-cerveau, cœur-poumon-cerveau, cœur-poumon-cerveau. Ça veut dire que le reste du corps va être beaucoup moins alimenté en oxygène, il y aura moins de senti dans le corps, et à ce moment-là, les hormones de stress que maman vit, et puis c'est correct, maman elle a le droit de vivre son stress, ça fait partie de la vie, mais bébé va avoir justement cette tendance-là à ralentir son rythme cardiaque et ralentir la consommation en oxygène. Quand l'enfant va naître, souvent les petits traumas qu'il va vivre, ne serait-ce que parce que maman elle arrive trop tard par rapport à ce que le bébé voudrait pour lui donner le sein, ou qu'il a froid, ou qu'il a faim, ou que ceci, ou que cela, le mécanisme physiologique qui s'est déjà installé dans la période de gestation va faire en sorte que l'enfant va ralentir le cœur, ralentir sa respiration et alimenter essentiellement le haut du corps en se coupant du reste. Et ça, c'est une tendance qui est liée à l'anxiété, qui est liée à une difficulté de s'adapter à un environnement, à la réalité de l'environnement, et que beaucoup de gens confondent avec un déficit d'attention parce que les tests psychométriques que l'on utilise tiennent pas compte du contexte dans lequel l'enfant va utiliser ce mécanisme-là ou non. L'autre chose que moi j'observe d'un point de vue clinique, c'est que bien souvent, quand les premiers traumas ou les premières difficultés, les premières périodes de crise arrivent plus tard, et plus si c'est un garçon parce qu'il va libérer plus de testostérone, on va voir beaucoup plus d'hyperactivité, d'impulsivité, qui ne sont pas nécessairement du TDAH, mais qui vont ressembler de nouveau, c'est par rapport à des angoisses que l'enfant va vivre à ce moment-là. Et de fil en aiguille, à force d'utiliser continuellement le même genre de réactivité dans une situation de peur, dans une situation d'angoisse, mais l'enfant va se comporter avec des comportements qui ressemblent à du TDA ou du TDAH, alors que bien souvent, c'est une difficulté d'adaptation, c'est une difficulté à se sentir reconnu, c'est une difficulté à gérer l'anxiété. Un enfant qui a besoin d'être vu, entendu et reconnu, parfois il va faire des bêtises pour pouvoir attirer l'attention des adultes. Et ça peut ressembler à de l'hyperactivité, d'autres vont partir beaucoup plus dans leur tête parce que, au moins dans leur imaginaire, ils sont en sécurité. Alors, quand on peut relier dans l'histoire de l'enfant des moments où il a vécu des micro-traumas ou des choses plus importantes, c'est certain qu'on peut faire un travail et puis le comportement va disparaître progressivement. Mais c'est un travail psychothérapeutique, il y a un travail éducatif à faire avec la famille pour que la famille crée un environnement dans lequel l'enfant se sent beaucoup plus en sécurité. Et quand l'école accepte de travailler avec la famille, on peut aussi arriver à faire quelque chose qui est très structurant pour l'enfant parce que l'enfant entend le même discours à l'école et à la maison. Donc c'est très important que les écoles et les familles se communiquent ensemble pour travailler ensemble de manière à accompagner les enfants. Parfois, les traumas n'appartiennent pas à l'enfant. Comment est-ce que je dis ça? Dans les premières rencontres que je fais, je rencontre toujours les parents avant de rencontrer l'enfant. Pourquoi? Parce que je peux aller chercher une information que l'enfant, premièrement, n'a pas nécessairement entendre. Deuxièmement, ça me permet de travailler d'adulte à adulte, mais aussi d'aller questionner parfois sur certaines choses qui auraient pu se passer dans la vie de maman. Ma conjointe est ostéopathe et on compare régulièrement, parce que parfois il y a des familles qui sont suivies en ostéopathie et en psychothérapie. Et on compare parfois des choses et on peut se retrouver dans des histoires de famille parfois où c'est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qui a vécu le trauma. Et il va y avoir une trace physiologique qui se transmet par épigénétique ou il va y avoir une trace psychologique qui va se faire et qui fait en sorte que l'enfant va réagir par rapport à des choses qui ne lui appartiennent pas mais qui lui ont été transmises par épigénétique. Et l'épigénétique et la génétique, c'est pas la même chose. C'est juste une manière dont le code génétique va s'exprimer ou pouvoir, bloquer. Dans le sens que je peux avoir des gènes qui vont contribuer à la maladie,
Mais si je travaille sur moi, maintenant c'est bien démontré, on peut arriver à bloquer les gènes qui contribuent à la maladie. Ce sont simplement des morceaux de cellules, de molécules qui vont venir simplement bloquer la partie du gène qui serait favorable à une chose ou l'autre. À l'inverse, je peux avoir un potentiel, et ce potentiel est bloqué. Pourquoi? Parce que il y a des choses que mon ascendance a vécues et a bloqué. Et à partir de ce moment-là, ce blocage-là fait en sorte que le potentiel, je ne sais même pas qu'il existe, j'en ai aucune idée. Et c'est par l'expérience dans ma vie présente, par le travail que je fais au quotidien, que ça va se débloquer. Alors dans le travail familial, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir arriver à regarder comment est-ce qu'on peut accompagner une famille, comment on peut accompagner aussi bien les adultes que les enfants, pour que justement il y ait cette libération du potentiel de chacun, qu'on ramène la cohérence, qu'on ramène l'intervention juste et équitable envers chaque personne dans la famille, pour que justement les traumas qui appartiennent à des générations antérieures puissent être de moins en moins, vives à réagir. L'autre chose aussi que je remarque, c'est que il y a beaucoup de comportements où on ne comprend pas le sens de ce comportement-là. Et on va souvent mettre une étiquette diagnostique pour dire que c'est une maladie mentale. Prenons l'exemple de l'impulsivité. L'impulsivité, c'est ce qui fait que moi, en tant qu'homme, en tant que papa, si mon enfant tombe dans l'eau, au mépris de ma vie, je vais plonger dans l'eau pour sauver mon enfant. Si je suis un jeune adulte ou un adolescent, je le ferai peut-être pour des personnes qui me sont inconnues. L'impulsivité va faire passer le bien collectif plus importante que la survie éventuellement de moi. On s'entend qu'à l'époque on vivait dans des villages. Si, en tant qu'homme, je suis dans le bois en train de faire de la chasse, que le village se fait attaquer, je serai perçu comme un couard si je reste planqué dans le bois. D'accord? Donc même socialement, il va y avoir une pression pour que j'utilise mon impulsivité pour redescendre dans le village et venir défendre ma communauté, mon petit village, éventuellement ma famille. Donc l'impulsivité, c'est une chose, c'est certain que ça fait mal dans une classe. Alors si là, éventuellement, l'enfant est bien guidé à utiliser son impulsivité, est bien guidé à pouvoir arriver à canaliser ses énergies, à canaliser ses forces, ses ressources, la plupart des comportements problématiques dans une classe ou dans une maison vont s'estomper. Mais il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être éduqué.